Ah, Ivan, un personnage très spécial. On part en Russie à la découverte du tout premier tsar, l'homme qui a posé les bases de la Russie. Bon, dit comme ça paraît pas super intéressant, mais si je vous dis Ivan le Terrible, là c'est mieux. Et si je vous dis que c'était même l'une des idoles de Staline, là c'est encore mieux. Alors partons en Moscovie au XVIe siècle, à la découverte d'un mec pas seul dans sa tête. Ah, et avant, je veux m'excuser pour la prononciation des noms russes qui va suivre. Ça risque d'être catastrophique, vous êtes prévenus. Le soir du 25 août 1530, alors que le ciel est déchiré par un puissant orage, voit le jour le petit Ivan Vassilievitch. Sa naissance est vue comme un miracle, et sa naissance sous le bruit du tonnerre est un signe pour les devins de la cour, qui y voient un signe d'un grand règne. En effet, la naissance d'Ivan est inespérée. Son père, grand prince de Moscou, Vassili III, est âgé, et s'il meurt, sa dynastie, celle des Riorikides, se serait éteinte. Après un premier mariage avec une certaine Solomonia Saburova, qui ne donnera aucun héritier à cause de sa stérilité, Vassili se sépare d'elle avant de se remarier avec Elena Glinska, qui lui donnera finalement l'héritier tant attendu. Vassili III meurt en 1533 alors que son fils n'a que 3 ans. Oui, ça fait beaucoup de 3. C'est donc la mère d'Ivan, Elena, qui devient régente. C'est-à-dire que c'est elle qui gouverne en attendant que son fils ait l'âge de diriger. Heureusement pour elle, elle est aidée dans sa tâche par les boyards. Les boyards sont un groupe d'aristocrates russes représentant les plus grandes familles de Russie. Ah, et comme bien souvent, ici aussi la Russie n'était pas unifiée. Moscou ne se trouve pas donc en Russie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais en Moscovie, ou bien on peut aussi l'appeler la Grande Principauté de Moscou. C'est un peu comme Monaco aujourd'hui, c'est une principauté, donc il y a un prince, mais pas de roi. Mais bref, généralement en période de régence, le pouvoir est affaibli, en raison de l'absence d'un personnage fort à la tête de l'État. Et les boyards, ils en profitent, parce que eux aussi veulent leur part du gâteau. Elena et son fils Ivan vont être alors mêlés au conflit entre les boyards qui s'entredéchirent pour récupérer le pouvoir. Elle est alors victime de cette conspiration et meurt, vraisemblablement empoisonnée, le 3 avril 1538, laissant son fils âgé de 7 ans orphelin. Ivan va passer le reste de son enfance élevé par ses oncles dans une peur constante de la mort. Il sait qu'un coup de poignard ou un repas empoisonné n'est jamais loin. Il voit les familles de boyards se battre pour tenter de récupérer son titre. Car rappel en Russie à cette époque, je l'ai dit juste avant, pas de roi, la Russie n'est pas unifiée. Ivan est donc voué à succéder à son père en tant que prince de Moscou. Mais vous vous doutez bien qu'avec une enfance pareille, ça donne pas un gars sain d'esprit. Il va donc très tôt se jurer de faire payer aux boyards toutes les souffrances infligées à lui et à sa famille. Alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années, il s'amuse déjà à briser le cou des oiseaux, à leur crever les yeux. Il aime également briser les pattes des chiens avant de les jeter du haut des remparts. Adolescent, il part avec ses amis dans les villages alentours de Moscou. Totalement indifférent à la misère qui règne à cette période, il pille, tue et viole à sa guise. Il aurait même commis son premier meurtre à 13 ans seulement. Mais parallèlement à ces actes de cruauté, il est également passionné par les études. Et bon, malgré un meurtre et un viol par-ci par-là, il est également très pieux. À 17 ans, il est temps pour lui d'endosser son rôle et de devenir prince de Moscovie. Il réunit donc les boyards pour leur annoncer la nouvelle. Mais là, non, il leur annonce qu'il ne deviendra pas prince, mais tsar. Là où les boyards se disent que bon, c'est juste le nom qui change, et en fait ça change pas grand chose, c'est juste un caprice du petit, en fait non, Ivan avait tout prévu. Dans ses études, il s'était passionné pour l'Antiquité, et plus particulièrement pour l'Empire romain. Et le nom de tsar est dérivé du prénom de César. Il se place donc symboliquement dans la droite lignée de César et des empereurs qui lui ont succédé. Le 16 janvier 1547, Ivan devient Ivan IV, tsar de toutes les Russies, et fait de Moscou l'ancien siège de la foi orthodoxe. C'est le premier pas vers l'unification de la Russie. Le 3 février suivant son couronnement, il épouse une certaine Anastasia Romanovna. Au début de son règne, il se fout pas mal de son rôle de tsar et délègue une grande partie du travail à ses conseillers. Jusqu'en 1547 où un immense incendie ravage Moscou. Là, Ivan y voit un signe divin et commence à se dire qu'il faudrait peut-être se bouger le cul. Et là, il passe de tsar feignant à tsar réformiste. En effet, il crée la Rada, un conseil représentant les institutions orthodoxes et les nobles, ces derniers apportant leur soutien au tsar. Ces réformes se font également sur le plan juridique, avec la création du code tsarien, mettant ainsi en place un code pénal unique pour toute la Russie. Il réforme également le clergé avec le Stotglav, un manifeste où il condamne les dérives des prêtres orthodoxes. Et pour finir, l'armée aussi est transformée et surtout modernisée.
création d'unités d'arquebusiers, rattachement des célèbres Cosaques à l'armée russe, ses premières années sur le trône sont donc consacrées à profondément moderniser le pays, en abandonnant ce qu'avait mis en place son père, et en 1550, il promet devant une assemblée de défendre le peuple russe contre l'oppression et l'injustice. Mais pour encore mieux asseoir son pouvoir, quoi de mieux qu'une belle victoire militaire? Et Ivan a déjà un ennemi tout trouvé, les Tatars. Ce peuple turc qui descend des premières invasions mongoles font régulièrement des incursions en territoire russe, où ils pillent et détruisent tout sur leur passage. Et autant vous dire qu'ils commencent sérieusement à emmerder Ivan. Il décide alors de s'occuper d'eux, et le 3 octobre 1552, la ville de Kazan, capitale des Tatars, est reprise par les Russes. La prise de Kazan marque une étape clé dans le règne d'Ivan, et dans toute l'histoire de la Russie. C'est après cet événement que la construction d'une cathédrale sera ordonnée. Située sur l'actuelle place Rouge, il s'agit de la fameuse cathédrale de Basile le Bienheureux. Cette victoire marque aussi l'ouverture de la Russie à l'Est, et le début des expéditions vers la Sibérie. Et après s'être élargi à l'Est, Ivan se tourne vers l'Ouest. Il envie les grandes monarchies occidentales et a même pour fantasme d'un jour se marier avec la reine d'Angleterre. Il tente alors de s'établir aux abords de la mer du Nord et d'ouvrir des routes commerciales avec le reste de l'Europe. Mais il est rapidement stoppé par une coalition composée par des pays frontaliers à la Russie. La Suède, le Danemark ou encore la Pologne vont alors violemment repousser l'armée d'Ivan lors de la guerre de Livonie. Une guerre de plus de 20 ans qui mettra un terme aux ambitions d'Ivan à l'Ouest. Car cette défaite est une difficile épreuve à surmonter pour le tsar, lui qui déteste voir des obstacles sur sa route. Au même moment, un drame va marquer un tournant dans la vie du tsar. Il va alors passer de Ivan IV à Ivan le Terrible. En 1560, après une agonie d'1 an, Anastasia, la femme d'Ivan, meurt dans des conditions troubles. Ivan est persuadé qu'elle a été empoisonnée par les boyards. C'était sa femme qu'il aimait plus que tout qui réussissait à elle seule à le canaliser, et qui l'aidait à se calmer lors de ses moments de colère. Mais sans sa femme, Ivan s'estime trahi par les siens, mais également par Dieu. Désormais, plus rien ne peut l'empêcher de sombrer dans la folie. Il devient alors paranoïaque et fait enfermer puis exécuter tous ceux qu'il soupçonne être liés plus ou moins à la mort de sa femme. Il ne se contente pas de tuer les coupables, ou du moins les supposés coupables. Il fait également arrêter et tuer toutes les familles, femmes et enfants inclus. C'est ainsi qu'il fait exécuter à tour de bras tous ceux qui s'opposent à lui. On lui donne alors le surnom de Ivan Grozny, un mot russe qui signifie craint ou redoutable, faisant ainsi allusion autant à ses délires meurtriers qu'à sa réussite en tant que tsar. Mais une mauvaise traduction transformera plus tard Ivan le redoutable en Ivan le terrible. C'est au même moment qu'il commence à se promener avec un long bâton avec au bout une pointe en métal, et il s'en servira contre tous ceux qui refusent de lui obéir. En 1570, il gouverne seul, il asservit son peuple, et va créer une véritable police politique. Les Opritchniki sont une milice composée de cavaliers qui se déplacent dans toutes les terres du tsar pour faire régner l'ordre. Ces derniers sont responsables de nombreux massacres, dont celui du village de Novgorod, où l'intégralité du village est massacrée. Ivan aime assister aux nombreuses exécutions sur place publique, où les méthodes d'exécution sont aussi diverses qu'exotiques. Pendaison, empalement, bûcher, découpage à la scie, broyage, dévoré par des ours, bref, de quoi satisfaire son désir de sang. Après la mort de sa femme, il se remarie, et plusieurs fois même, puisqu'au total il aura 8 femmes, mais aucune ne parviendra à combler le vide laissé par Anastasia. Évidemment, tout le monde ne le soutient pas. Ainsi, son meilleur général, André Kourbsky, et de nombreux nobles fuient la Russie. Ce dernier continuera d'échanger des lettres d'insultes avec Ivan jusqu'à sa mort. Ivan se met à suspecter de trahison de sa propre milice, et les Opritchniki sont dissous. Mais un autre drame va cette fois-ci le faire totalement plonger dans la folie. En 1581, Ivan rencontre dans un couloir de son palais sa belle-fille, qui est alors enceinte. Il lui fait tout d'abord des remarques sur sa tenue, avant de commencer à la battre. Sans le savoir, il tue l'enfant. C'est à cet instant que son fils, le tsarevitch Ivan, s'interpose pour protéger sa femme. Et oui, lui aussi s'appelle Ivan. Son père se saisit alors de son bâton et lui donne un violent coup à la tête. Il s'effondre et perd beaucoup de sang. Après plusieurs jours d'agonie, il finit par succomber à ses blessures. Il est allé si loin qu'il tue son propre fils. C'est son crime de trop, et il ne s'en remettra jamais. Il erre dans son palais, sans but, hanté par ceux qu'il a fait exécuter tout au long de sa vie. 3 ans après son terrible infanticide, en mars 1583, lors d'une partie d'échecs, Ivan le Terrible s'effondre et meurt à l'âge de 53 ans. Et sa mort reste assez mystérieuse.
Dans les années 60, une équipe de chercheurs se penche sur ces restes, et on y trouve des traces de mercure en grande quantité. Alors, a-t-il été empoisonné? Probablement pas. À l'époque, les médecins donnaient énormément de médicaments à base de poudre de mercure, sans que l'on sache à l'époque l'effet que cela pouvait avoir notamment sur le système nerveux. C'est pourquoi certains historiens affirment que ces crises de paranoïa auraient pu être causées par de fortes doses de mercure. Et le personnage d'Ivan le Terrible reste très controversé. Il est le tout premier tsar de Russie. Sa première partie de règne, sur un ton réformiste voire progressiste, fait de lui un personnage incontournable de l'histoire russe. Mais son penchant pour les massacres de masse fait qu'il est également une tache sombre dans l'histoire de la Russie. Cependant, il faut remettre tout ça dans le contexte de l'époque, et se dire que les pillages et les massacres étaient monnaie courante. Il reste un personnage complexe, aux multiples visages, avec une enfance qui l'a profondément marqué, mais qui reste néanmoins le père fondateur de la Russie. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, allez me suivre sur Twitter ou encore Instagram, vous pouvez soutenir la chaîne avec un don en regardant une pub sur Utip, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.